sera aussi disponible sur YouTube. Donc, si vous voulez revoir certains éléments plus en détail. Donc, entrons dans le vif du sujet. Vous m'entendez bien? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, on t'entend bien, Simon. Juste quelqu'un peut-être On vous mentionner entend dans le les chat. deux très bien. Parfait. Parfait. Avant de débuter, je vais m'assurer que tout le monde m'entend bien. Donc, le plan de la séance d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord faire un bref retour sur les principes de base de l'intelligence artificielle et des grands modèles de langage. Donc, le fonctionnement de base, les forces et les faiblesses de l'intelligence artificielle et des grands modèles de langage. Ensuite, je vais parler de l'utilisation de ces outils dans un contexte de recherche documentaire. Et je vais ensuite, en troisième partie, présenter les nouveaux outils de recherche documentaire, donc quelques exemples d'outils, quelques conseils de mise en pratique et aussi quelques avertissements par rapport à l'intégrité intellectuelle, surtout en recherche par rapport à l'utilisation de ces outils-là. Donc, c'est un menu assez chargé pour une heure. Euh, donc, juste pour vous mentionner, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez en savoir plus sur ChatGPT et l'intelligence artificielle en général, beaucoup des informations que je vais présenter aujourd'hui sont disponibles sur le guide de ChatGPT et l'intelligence artificielle qui a été préparé par plusieurs de mes collègues bibliothécaires. Donc, vous pourrez aller le consulter. Euh, ChatGPT et intelligence artificielle disponible sur le site de l'UQAM. Donc, les principes de base de l'intelligence artificielle et des grands modèles de langage. Ce qu'on appelle, entre parenthèses, LLM. Donc, en anglais, il s'agit des Large Language Models. Donc, vous allez voir souvent l'acronyme LLL ou intelligence artificielle IA ou AI en anglais. Donc, comment situer les LLM et les IA génératives? Lorsque, par exemple, on parle de ChatGPT, en fait, il s'agit d'un outil d'intelligence artificielle qui utilise des algorithmes, donc des formules mathématiques, si vous voulez, pour déterminer des statistiques, des statistiques de co-occurrence de termes, de mots dans ce cas-ci. Et c'est ce qu'on appelle, et ceci est aussi soutenu par ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, ce qu'on appelle le machine learning. Et le machine learning, il y a plusieurs approches il y a plusieurs approches possibles pour faire du machine learning. On peut faire une approche supervisée ou non supervisée et par renforcement. Euh, dans le cas de ChatGPT, il s'agit plutôt d'une sous-branche de l'apprentissage automatique, donc un apprentissage qu'on appelle un apprentissage profond, qui est un apprentissage qui vise à émuler, si vous voulez, donc à imiter une forme d'intelligence qui se rapproche de plus en plus de l'être humain. Donc, c'est une intelligence qui se déploie par différentes couches, donc des différentes couches algorithmiques qui vont être capables d'apprendre, entre guillemets. Donc, être capable d'apprendre toujours selon le principe de base qu'il faut retenir, c'est que c'est un apprentissage qui est statistique. Donc, c'est un apprentissage qui est basé sur un entraînement préalable sur des corpus, dans ce cas-ci, dans le cas de ChatGPT, c'est des corpus textuels. Donc, ChatGPT, l'acronyme GPT fait référence à Generative Model. Donc, c'est un modèle qui génère du texte. Donc, c'est une méthode particulière de l'intelligence artificielle. On pourrait, par exemple, générer aussi des images, ce que vous voyez avec d'autres types d'intelligence artificielle. Et ce qui sous-tend cette méthode de génération, si vous voulez, de contenu. Donc, lorsque vous posez une question à ChatGPT, il va générer du contenu à partir d'un grand modèle de langage, qui est une façon particulière de, de générer du texte, comme je vous dis, basé sur les statistiques euh, préalables générées par des algorithmes.
On a une petite question Oui. par rapport au terme supervisé et non supervisé et par renforcement. Si jamais tu ne reviens pas plus Ouais. tard, Non, est-ce que... je pense pas revenir là-dessus. D'ailleurs, je vais passer très rapidement sur les principes de base OK. parce que ça, c'est très complexe et je ne suis pas un expert dans ce type de technologie. OK. Donc, je vous dirais, vous pourrez aller voir le guide pour en savoir plus. C'est juste pour vous mentionner, dans le fond, qu'il faut bien comprendre que l'architecture derrière ChatGPT est une architecture qui est avant tout statistique. Donc, c'est une architecture qui est mathématique, qui est statistique. Et on parle de ChatGPT, mais on peut aussi parler des autres intelligences artificielles génératives, donc qui sont capables de générer du contenu à partir d'un apprentissage algorithmique. Donc, il y a des autres intelligences comme Bloom, Claude, Gemini, Copilot ou la mode de Meta. Donc, c'est toutes des technologies qui sont basées sur le même principe d'apprentissage profond. Donc, juste pour vous euh, illustrer un peu plus comment ça fonctionne, lorsque vous utilisez ChatGPT ou un grand modèle de langage, finalement. Un grand modèle de langage, c'est en fait, une spécialisation d'une intelligence artificielle basée vraiment sur le texte. Donc, lorsque vous utilisez ces outils-là, par exemple, vous tapez un début de phrase, la meilleure chose à propos de l'intelligence artificielle, c'est ses capacités à, et là, vous laissez un espace, et la machine, l'algorithme va calculer quels sont les termes qui sont les plus probables en termes de probabilité, donc qui vont suivre cette phrase-là. Donc, dans ce cas-ci, c'est sa capacité à apprendre. Donc, on a 4,5% d'avoir le mot apprendre. Évidemment, c'est un pourcentage qui provient encore là d'une analyse statistique d'un corpus d'entraînement préalable. Donc, apprendre, euh, prédire, créer, comprendre, faire. Donc, vous voyez ici, c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'algorithme lorsque vous lui ajoutez cette phrase-là et il va ainsi pouvoir recréer une phrase à partir des statistiques et évidemment du contexte, des différents contextes de votre requête. Comme je disais, je ne rentrerai pas dans les détails sur le fonctionnement en tant que tel parce que c'est très compliqué. Vous pouvez imaginer, par exemple, que justement, selon le contexte lexical de votre question, selon le contexte de votre sujet, euh, selon votre contexte d'utilisateur, donc l'algorithme va évidemment s'ajuster et ainsi générer du contenu qui correspond à ce que vous avez besoin d'avoir comme information. Donc, l'utilité des grands modèles de langage. Donc, ça, c'était le fonctionnement des grands modèles de langage, qui est la technologie qui sous-tend ChatGPT. Alors, là, on entend souvent parler depuis quelques années de l'intelligence artificielle, mais en fait, c'est des technologies qui sont dans notre quotidien déjà depuis plusieurs années. Donc, il n'y a rien de nouveau vraiment dans ces technologies-là, dans les grands modèles de langage. Par exemple, comme autre exemple d'application, c'est appliqué notamment dans la transcription de texte, ce qu'on appelle l'ossérisation. Par exemple, Acrobat Reader. C'est utilisé dans ce qu'on appelle les chatbots de service à la clientèle. Donc, lorsque vous posez une question, par exemple, dans un site d'une entreprise, c'est aussi utilisé pour la traduction. Donc, lorsque vous faites une traduction, l'intelligence artificielle va essayer de prévoir, selon le contexte du mot, quel est le mot qui correspond le plus en termes de traduction. Et c'est aussi utilisé dans les corrections de texte. Donc, lorsque vous tapez un texte dans votre cellulaire, c'est la même technologie qui est derrière. Donc, les technologies d'autocorrecteur de cellulaire. Donc, les grands modèles de langage, première mise en garde, par rapport à tout ce que je vous ai mentionné précédemment. Donc, on comprend qu'évidemment, il s'agit d'une technologie qui est loin d'être une intelligence artificielle, mais c'est plutôt une technologie qui est basée sur une statistique. Évidemment, c'est une statistique qui est très élaborée, qui
contient différents niveaux de couches d'analyse. Donc, ce qu'on peut en déduire, c'est que les grands modèles de langage sont très bons pour tout ce qui est de la forme des choses, parce ils sont entraînés pour essayer de trouver la suite logique la plus probable par rapport à un contexte spécifique. Donc, dans ce cas-ci, ça peut être textuel, comme je vous disais. Donc, ils vont être très bons, les grands modèles de langage, pour proposer des choses qui vont de soi. Donc, tout ce qui est généraliste, tout ce qui s'agit de la forme des choses. Et la faiblesse, en fait, c'est au niveau du contenu. C'est-à-dire ce ne sont pas des machines qui pensent, ce ne sont pas ce n'est pas de l'intelligence artificielle à proprement parler. C'est juste une machine extrêmement perfectionnée qui va être capable d'émuler des réponses à partir d'informations, évidemment une quantité d'informations phénoménale qui a été digérée à travers des algorithmes. Donc, j'espère que ça clarifie un peu le fonctionnement général de ces outils-là. Donc, justement, on peut se poser la question au niveau de la fiabilité de l'information, du point de vue de l'information. Des outils comme ChatGPT, par exemple, c'est des outils surtout généralistes qui ont une compréhension, encore là, compréhension, on pourrait le mettre entre guillemets. Euh, Disons, ils fournissent une compréhension approximative sur une variété de sujets, étant donné que ce sont des intelligences artificielles qui ont été entraînées sur des larges corpus. Par exemple, ChatGPT a été entraîné sur des trilliards de mots et des millions de données qui ont été moissonnées, amassées sur le web et à l'extérieur du web. Donc, ce ne sont pas nécessairement des outils qui vont avoir une compréhension, qui vont avoir une compréhension raffinée de concepts plus spécialisés, étant donné que ce sont des outils qui ont été entraînés sur des corpus généralistes, c'est-à-dire tout ce que vous allez trouver sur le web, par exemple, ou tout ce qui est déjà disponible en accès libre sur le web. Et aussi, faut garder en tête que ce sont des outils qui sont programmés. Là, je parle des outils ChatGPT, Claude, etc. Donc, ce sont des outils qui sont programmés pour répondre avec assurance. Donc, il faut toujours garder en tête qu'il s'agit d'un chat, donc il s'agit d'un dialogue qu'on a avec une machine, et la machine est programmée pour répondre de façon la plus humaine possible et donner une réponse aussi. Donc, donner une réponse, donc répondre avec assurance. Donc, répondre souvent même au prix de la pertinence ou de la validité de l'information. Donc, c'est pour ça qu'on parle, par exemple, d'hallucination, de contenu complètement fabriqué, mais qui sonne vrai. Donc, ChatGPT, vous avez peut-être déjà entendu parler, euh, va générer parfois des contenus qui sont complètement fabriqués, mais qui sonnent vrais. En fait, c'est pas compliqué parce que justement, quand on comprend le fonctionnement derrière ChatGPT, c'est juste une probabilité statistique algorithmique qui a généré la réponse. Donc, cet algorithme-là peut juste générer des contenus fabriqués qui ne tiennent pas nécessairement en compte euh, de la véracité et de la source de l'information. Donc, par exemple, ici, vous avez quelques exemples d'articles qui soulignent cet aspect-là de ChatGPT. Donc, ChatGPT n'hallucine pas. Euh, elle bullshit. Donc, ChatGPT est un générateur finalement de bonimenterie. Donc, ça, c'était au début de ChatGPT, mais on voit que déjà en 1 ou 2 ans, ça s'est beaucoup amélioré parce que de plus en plus, ChatGPT va citer ses sources. ChatGPT va de plus en plus faire attention, étant donné justement qu'on parle d'une intelligence artificielle qui est apprenante, donc l'algorithme s'améliore à travers le temps, à travers l'interaction avec les usagers, les multiples interactions avec les usagers. Donc, en ayant tout ça en tête, ce que j'aimerais vous proposer pour la suite, c'est vraiment une utilisation en contexte de recherche documentaire
de ces différents outils-là. Puis, c'est ça, ce que j'aimerais mentionner aussi, c'est que ces outils-là, je voulais mentionner plutôt, c'est pas des nouvelles technologies, mais ce qui est vraiment nouveau, c'est la capacité, la disponibilité des grands corpus textuels et des grands corpus de données. Donc, ce qu'on appelle les mégadonnées ou big data, si vous voulez. Donc, ces grands corpus-là ont permis d'entraîner ChatGPT et ont permis d'atteindre un niveau d'efficience assez incroyable avec ChatGPT, ChatGPT comme un outil généraliste. Donc, il faut toujours garder en tête que ChatGPT a bénéficié de, disons, du libre accès de ces grands corpus de données, que ce soit les données du web ou encore des données scientifiques qu'on peut retrouver. Donc, ici, je fais un petit tour d'horizon rapide des différentes utilités possibles de ChatGPT dans un contexte de recherche et de création. Donc, pour la rédaction, vous pourrez par exemple explorer un nouveau sujet avec ChatGPT, résumer un texte. Peut aussi être utile comme assistant de rédaction. Vous pourriez par exemple lui soumettre votre texte et de lui demander de faire une révision par les pairs. Ça peut être bon aussi pour la traduction. Les tâches administratives aussi, donc rédaction de courriel, plan de rédaction, mettre en forme les choses. Comme je vous disais, tout ce qui est au niveau du de la forme des choses, donc la structure des choses, faire des résumés, c'est pertinent. Aussi la manipulation de contenu, donc tout ce qui est conversion de format de fichier. De plus en plus, avec ChatGPT 4, on a ce qu'on appelle la vision par ordinateur, donc ce qui permet la transcription automatique, l'identification d'images, par exemple. C'est aussi de plus en plus utile pour la programmation. J'ai beaucoup de collègues informaticiens qui utilisent de façon quotidienne ChatGPT pour créer des codes de programmation, aussi pour créer des structures de site web. Donc, tout ce qui est finalement manipulation de contenu, transformation de forme, résumer, synthétiser les choses, ce sont des outils très puissants pour faire ça. En fait, plus précisément pour la recherche documentaire, les utilisations recommandées, j'aimerais c'est ça, plutôt parler de la recherche documentaire aujourd'hui. Là, évidemment, comme je vous l'ai mentionné, il y a plusieurs autres utilisations possibles, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la recherche documentaire. Donc, ce qui peut être utile pour la recherche documentaire, premièrement, comment cerner un sujet. Donc, si vous voulez identifier les mots-clés, les principaux concepts, identifier les synonymes. Si vous voulez formuler une requête documentaire, si vous voulez identifier les principales références pour un sujet, si vous voulez améliorer une requête, identifier les bases de données les plus pertinentes pour votre sujet de recherche, trouver les principaux auteurs dans votre domaine. Donc ça, c'est toutes des utilisations qui peuvent être pertinentes de ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles du même type. Encore là, il faut ajouter un gros bémol puis dire qu'il s'agit évidemment d'un outil qui est généraliste. Donc, c'est pour ça que j'ai mentionné les principaux auteurs dans un domaine, parce que dès que vous allez dans un domaine un petit peu trop spécifique, dès que vous entrez dans une spécialisation, ça se peut que ChatGPT invente des données, ça se peut que ChatGPT invente des titres, invente des articles. Donc, il faut rester toujours très vigilant par rapport à toutes les informations factuelles que ChatGPT peut vous donner. Donc, tout ce qui est contenu, c'est super important de vérifier. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une vraie information ou plutôt d'une hallucination? Donc, lorsque vous utilisez des grands modèles de langage, le- les invites, donc les invites de commande, les prompts, ce qu'on appelle, que vous utilisez, donc la façon dont vous communiquez avec l'outil est vraiment important pour plusieurs raisons. En fait, pour éviter ou diminuer les hallucinations, pour améliorer la précision des réponses,
pour diminuer ou augmenter les biais ou les comportements indésirables du système, pour adapter le système à des tâches plus spécifiques, pour diminuer le temps nécessaire pour obtenir des réponses adéquates, avoir un meilleur contrôle des réponses, donc éviter les réponses génériques ou bavardes, augmenter l'utilisabilité pour les non-spécialistes et contrôler le niveau de créativité des réponses. Donc, évidemment, il y a un facteur de, justement, de créativité, si vous voulez, dans ChatGPT. Et ceci peut être contrôlé grâce à une structuration pertinente et contrôlée de votre invite de commande. Donc, plus concrètement, les bonnes pratiques pour l'ingénierie des invites, en fait, l'élément essentiel, c'est vraiment la tâche. Donc, la tâche principale, qu'est-ce que vous voulez que l'outil, l'intelligence artificielle, fasse pour vous. Donc, ça prend nécessairement un verbe d'action et une description de l'objet. Et ensuite, vous pouvez bonifier cette principale tâche en rajoutant, par exemple, du contexte. Donc, ça peut être très important dans certains cas d'ajouter du contexte pour préciser ce que vous voulez comme résultat. Donc, par exemple, quels critères une bonne réponse? Quels sont les critères d'une bonne réponse? Donc, quel genre de réponse vous vous attendez? Quelles sont les contraintes liées à ce que vous demandez à l'intelligence artificielle? Et aussi, ça peut être bien de donner des exemples de résultats attendus. Donc, sous quelle forme, euh, quels sont les types de résultats auxquels vous attendez. Et ce qui peut être aussi pertinent dans certains cas, c'est d'ajouter ce qu'on appelle un rôle ou un persona, déterminer un persona euh, à ChatGPT. Donc, par exemple, euh, on peut demander à ChatGPT d'agir en tant qu'expert, en tant qu'ami, en tant que professeur. Donc, lorsque vous donnez un persona à ChatGPT, il va nécessairement pouvoir aller dans accéder à certains niveaux, si vous voulez, de lexicaux liés à un sujet en particulier. Donc, il va falloir aller rajouter son algorithme pour adapter la réponse le plus possible. Euh, Aussi, spécifier le format de votre réponse. À quoi vous vous attendez comme réponse? Est-ce que vous attendez un texte, un tableau? Est-ce que vous attendez un fichier? Est-ce que vous voulez préciser les sections, par exemple, si vous avez une longue réponse? Est-ce que vous voulez un ton aussi? Est-ce que vous voulez un ton particulier à la réponse? Un ton formel, une prose claire et précise, un langage scientifique, une liste de réponses, tout simplement. Donc, tout ça va contribuer à améliorer le résultat de votre recherche. Donc, voici un exemple d'invite simple pour la recherche documentaire. Donc, vous voyez, dans une invite simple, vous avez les deux éléments de base. Donc, le verbe et l'objet de votre requête. Donc, peux-tu me fournir une liste de références bibliographiques sur le sujet des archives audiovisuelles numériques? Euh, donc, j'ai pris le sujet des archives audiovisuelles numériques, étant donné que c'est un sujet que je connais bien moi-même. Donc, je vous recommande, lorsque vous utilisez ce genre d'outil-là, de débuter avec un sujet que vous connaissez bien. Donc, vous allez pouvoir savoir est-ce que les réponses qu'on me donne sont pertinentes? Est-ce que les réponses qu'on me donne sont valables? Euh, donc, autre invite d'exemple simple, écris-moi une requête de recherche sur le sujet suivant, les archives audiovisuelles numériques. Donc, ici, c'est plus un exemple d'invite complexe pour la recherche documentaire. Donc, en fait, j'aimerais vous montrer le résultat en temps réel. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Donc, je suis sur ChatGPT. Je vais poser ma première réponse. Excusez, ma première question.
Donc, peux-tu me fournir une liste de références? Non, écris-moi une requête de recherche sur le sujet suivant, les archives audiovisuelles. Donc, je vais tester directement. Vous voyez la mise en forme de la réponse. Alors, c'est une question très simple et on m'a donné une réponse relativement simple. Cependant, si je veux aller plus loin dans la, dans mon contenu, donc d'avoir un contenu plus précis, je peux ajouter du contexte et, par exemple, préciser le rôle de ChatGPT. Tu es un bibliothécaire professionnel, donc je lui ajoute un persona. Je suis un chercheur universitaire en archivistique et j'aimerais faire une recherche de livres avec le moteur de recherche Sophia et Google Scholar. Donc, je précise le contexte dans lequel je veux qu'il effectue cette tâche. Et là, je rajoute ma phrase principale qui contient le verbe et l'objet. Et je précise le format de sortie de ma réponse. Donc, la requête doit inclure le plus de synonymes possible et être formatée en utilisant les opérateurs booléens et des opérateurs de recherche. Donc, évidemment, ben, je vais avoir une réponse qui correspond beaucoup plus à mes besoins. Donc, je vais juste copier-coller la requête. On voit que l'intelligence artificielle aussi prend plus de temps à décortiquer la question. Donc, vous voyez qu'on me donne des conseils et on me fournit vraiment une requête plus élaborée, une requête de recherche que je pourrais utiliser ensuite dans Sophia. Donc, c'est très important lorsque vous utilisez les outils dans ce genre-là, d'évaluer les résultats. Puis aussi, c'est important de comprendre qu'il s'agit d'un processus itératif, donc d'un processus par essai-erreur, et qu'il est important de rajuster l'invite selon les résultats obtenus. Et je vous dirais aussi, petite astuce, de commencer une nouvelle conversation pour chaque sujet. Étant donné que ChatGPT l'intelligence artificielle va toujours s'adapter par rapport à ce que vous allez lui demander, il est préférable de créer des nouvelles conversations, donc de créer un nouvel onglet dans ChatGPT à chaque fois que vous voulez démarrer un nouveau projet. C'est très important de rester critique devant les réponses fournies et de vérifier toutes les informations et références données. Les limites de l'outil, ben, premièrement, il y a des limites linguistiques aussi qui sont liées au fait que ChatGPT a été entraîné sur des corpus principalement anglo-saxons et occidentaux. Et donc, il a été entraîné aussi sur ce qui a été disponible sur le web. Donc, vous allez avoir nécessairement des points de vue. Vous allez probablement être teinté, les réponses de ChatGPT vont être teintées par des biais linguistiques, des biais culturels et des biais aussi temporels. Donc, l'intelligence artificielle est moins adaptée au sujet d'actualité. Et aussi, les sources sont limitées. Donc, c'est seulement le contenu en ligne et en libre accès. Donc, toutes les vieilles parutions, tout ce qui est justement des connaissances plus approfondies qui ne sont pas disponibles sur le web, vous n'allez pas pouvoir. En fait, ChatGPT n'en tiendra pas compte dans ses réponses. Il y a aussi des limites technologiques forfaitaires. Donc, il y a une limite de 4096 caractères pour les entrées de la console. Ça, c'est pour le compte gratuit. Donc, évidemment, si vous voulez aller plus loin, vous pourrez toujours vous abonner. Et la fréquence d'envoi des messages est restreinte. Il y a aussi toute la question de l'opacité des processus menant à l'obtention d'une réponse. Donc, quelles sont les sources sur lesquelles se base ChatGPT? Vous pourrez faire des tests si vous voulez, justement en lui demandant, si vous voulez absolument voir les sources des données, lui demander à ChatGPT, est-ce que tu pourrais me mentionner d'où proviennent les sources de ta réponse?
Donc, il y a d'autres enjeux et d'autres mesures de mitigation. Donc, tout l'aspect de la propriété intellectuelle avec ce genre d'outils-là. Euh, il n'y a pas de respect du copyright et des licences. Donc, je lisais tout à l'heure un article qui dit que la nouvelle intelligence artificielle qui a été développée par les Chinois a copié en partie de ChatGPT, mais quelqu'un a dit en contrepartie, c'est de bonne guerre parce que ChatGPT a moissonné, a volé, si vous voulez, des quantités phénoménales de contenu qui provenaient de, de- de publications ou d'œuvres de personnes sous copyright. Donc, un petit conseil, ne versez pas des contenus originaux non publiés dans ChatGPT. Par exemple, votre thèse qui va être publiée ou d'autres types de contenus. Ce qui rejoint un peu aussi l'aspect de la confidentialité. Donc, tous les contenus versés peuvent être réutilisés par l'outil et réexploités par d'autres usagers. Donc, c'est sûr que c'est un avantage d'une certaine façon parce que l'algorithme peut ainsi continuellement s'améliorer, mais toutes vos informations confidentielles sont potentiellement réutilisables. Donc, il faut faire attention à ça. Pour les mesures de mitigation, donc, il y a de plus en plus d'outils de détection de plagiat. Donc, pour ceux et celles qui sont professeurs, qui s'inquiètent aussi de l'utilisation de ChatGPT dans dans les travaux, ben, il y a de plus en plus d'outils, là, mais évidemment, la limite est quand même, ça reste quand même des outils limités. Et je vous dirais, c'est important aussi d'anonymiser les contenus, donc de retirer toute information identificatoire ou sensible, surtout lorsque vous travaillez avec des jeux de données ou des projets de recherche à caractère sensible. Donc, ça, c'était le volet de ChatGPT. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être questions, peut-être du temps pour quelques questions ou Euh, ben, il y a plusieurs commentaires dans le chat euh, avec des gens qui se répondent entre eux aussi. Donc, OK. euh, On pourrait peut-être garder Des les questions questions à à la la fin fin si si on on a a du du temps. temps. oui, OK. Donc, ça, c'était la portion ChatGPT. Donc, j'aimerais parler maintenant des nouveaux outils de recherche documentaire. Donc, les nouveaux outils de recherche documentaire, ce sont des nouveaux outils qui ont été développés depuis quelques années dans la mouvance un peu de ChatGPT et qui tirent parti de cette de ces nouvelles fonctionnalités algorithmiques, donc avec des nouveaux processeurs qui peuvent maintenant calculer et gérer et digérer une quantité phénoménale d'informations, mais c'est aussi, ces nouveaux outils de recherche documentaire sont aussi rendus possibles grâce à tout le phénomène de l'open source, de l'open data, donc aussi de ce qu'on appelle les méga corpus, donc les big data, donc la numérisation de toutes les informations scientifiques. Donc, ces outils de recherche documentaire sont des outils spécialisés pour la recherche d'écrits scientifiques. Donc, ChatGPT, c'est un outil généraliste, mais depuis quelques années, il y a eu beaucoup d'outils de recherche documentaire spécialisés qui ont été développés et qui mettent à partie, qui tirent à profit à plus ou moins grande échelle des grands modèles de langage. Donc, les caractéristiques principales de ces outils, c'est que c'est des outils pour la plupart gratuits. C'est des outils qui utilisent des corpus de mégadonnées textuelles, de données bibliographiques, de résumés, euh, et de documents en plein texte, de sources scientifiques. Ce sont des moteurs de recherche qui intègrent certaines fonctionnalités de l'intelligence artificielle et des grands modèles de langage. Un des grands avantages par rapport à ChatGPT et les autres IA généralistes, c'est qu'ils ont plus de transparence dans la provenance des informations, euh, notamment en indiquant les citations lorsque vous faites des recherches avec ces outils. Donc, je parlais des corpus de mégadonnées aujourd'hui. Donc, vous avez, pour vous donner un exemple, vous avez par exemple Medline, qui est un corpus de 37 millions de citations et de résumés. Donc, ça vous donne un peu une idée de la quantité d'informations. Donc, Medline, c'est une base de données, un corpus de mégadonnées qui est spécialisé en plus en médecine. Vous avez aussi
Microsoft Academic Graph, qui a cessé le 31 décembre 2021, mais qui contenait 209 millions de citations, de résumés et d'articles. Vous avez Sémantique scolaire, 219 millions. Donc, sémantique scolaire Open Research Corpus, 81 millions. Et la base de données base, justement, qui comprend un nombre phénoménal de 414 millions de citations, de résumés. Et vous avez aussi tous les documents, les dépôts de documents qui sont en accès libre, donc euh, Archive, OpenAir, Core, Zenodo. Donc, tous ces corpus de mégadonnées sont intégrés, servent si vous voulez, de données d'entraînement pour les nouveaux outils de gestion pas de gestion, mais de recherche documentaire. Donc, vous voyez, déjà, il y a une panoplie, depuis quelques années, il y a une panoplie de nouveaux outils. Donc, j'ai mis ici un peu un panorama des principaux nouveaux outils. Il y en a qui sortent à toutes les semaines. Donc, comment se retrouver dans tous ces nouveaux outils de recherche documentaire? Bien, on peut élaborer une typologie dans trois ou quatre sections, donc en trois ou quatre classes différentes. Les outils pour repérer, donc repérer de la documentation scientifique. Donc, les outils pour repérer sont plus proches des moteurs de recherche qu'on connaît habituellement comme Google Scholar ou Sophia ou les autres moteurs de recherche qu'on utilise en bibliothéconomie et en bibliothèque. Et ils sont bonifiés aussi de d'autres éléments qui sont un petit peu plus nouveaux, un petit peu plus qui permettent d'aller un petit peu plus loin que les moteurs de recherche habituels. Ensuite, on a les outils qui servent à cartographier, qui servent à repérer aussi, mais d'une manière relationnelle et visuelle. Donc, ils vont prendre les données bibliographiques, les données de citation, d'auteurs, et vous allez pouvoir ainsi chercher, non pas de façon linéaire par liste, mais par une recherche par réseau, par exemple. Et ensuite, on a les outils qui servent à organiser et analyser, donc organiser l'information, résumer et interroger du texte. Donc là, on va encore plus loin dans la recherche documentaire en intégrant des capacités des grands langages, des grands modèles de langage. Donc, justement, la capacité de générer du texte, de résumer, d'interroger le texte, de réorganiser l'information. Et enfin, il y a la quatrième classe, si on veut, qui sont vraiment des outils de rédaction en tant que tels. J'en en parlerai pas aujourd'hui parce que en termes d'intégrité intellectuelle et académique, disons qu'on va rentrer de plus en plus dans une zone grise, donc c'est pas des outils que je recommanderais nécessairement. Mais c'est des outils qui existent de plus en plus. Donc, par exemple, vous voyez peut-être passer des annonces comme rédiger votre thèse en 2 clics. Donc, c'est des genres d'outils comme ça qui ne sont pas nécessairement des outils très recommandables. Donc, juste pour vous mettre en perspective la typologie, donc vous avez ici différents outils, donc sémantique scolaire, OpenAlex, Lens.org. Pour la cartographie, vous avez Insightful, Research Rabbit, Collected Paper, d'autres. Pour l'organisation et l'analyse, vous avez Elicit, SciSpace, Consensus. Donc, vous avez vraiment beaucoup de choix que je vous invite peut-être à aller explorer. Juste pour vous mentionner que ces outils-là ne remplacent pas une, ne remplacent pas la recherche documentaire en tant que telle, mais il faut plutôt le voir comme une plus-value, si vous voulez, dans votre flux de travail lorsque vous recherchez des documents. Donc, vous pouvez partir, par exemple, d'un outil de découverte tel que Sophia de l'UQAM, ensuite aller voir dans les bases de données, et vous pourrez aussi raffiner votre recherche ou voir d'autres avenues possibles avec les outils d'IA spécialisés. Donc, tout ça forme en fait une boîte à outils complémentaire et non pas qui ne remplace pas finalement les outils traditionnels de recherche documentaire.
Donc, vous pourrez voir plus en détail chacune des typologies du tableau. Alors, par exemple, les outils de recherche vont utiliser la recherche sémantique et la recherche lexicale pour améliorer les résultats de recherche. Donc, c'est intéressant aussi de se pencher sur euh, quels sont les modèles derrière ces outils-là, parce qu'évidemment, il y a des outils qui vont être vraiment à but lucratif, donc des outils qui vont avoir si on veut, une éthique plus ou moins floue ou plus ou moins acceptable. Donc, faut bien s'informer avant de commencer à utiliser ces outils-là pour ne pas tomber dans le piège d'outils qui pourraient être malfaisants. Donc, ici, vous voyez dans le tableau, j'ai fait un petit résumé des principaux outils que je recommande pour le repérage d'informations. Donc, je vous recommande ces deux-là, Sémantique Scholar et OpenAlex. Donc, OpenAlex, c'est un modèle non lucratif. Et vous voyez aussi quel corpus euh, ils utilisent pour leur recherche documentaire. Donc, vous voyez, Sémantique Scholar a son propre corpus de mégadonnées, alors que OpenAlex va aller chercher des documents dans le mégacorpus PubMed. Donc, par exemple, si vous êtes plus en médecine, vous pouvez peut-être aller voir au niveau de OpenAlex. Si vous êtes plus peut-être en sciences humaines, vous pourrez aller voir Sémantique Scholar. Et il faut aussi bien voir pour chaque outil quel est le fonctionnement. Donc, est-ce qu'il faut absolument qu'on ait un compte pour utiliser l'outil? Est-ce que la formule est gratuite ou partiellement gratuite? Est-ce qu'il faut euh, c'est ça, payer pour avoir accès à toutes les fonctionnalités? Donc, c'est toutes les questions qu'il faut se poser avant d'utiliser ces outils-là. Par exemple, est-ce qu'il y a des possibilités d'exportation de vos résultats? Donc, vous voyez, dans Sémantique Scolaire, vous ne pouvez pas exporter vos résultats, alors que dans OpenAlex, vous pouvez exporter vos résultats. Donc, vous pourrez regarder plus en détail chacun des outils que je propose ici. Je vais en faire une petite démonstration tout à l'heure en direct, mais je vais passer quand même rapidement sur le tableau. Mais par exemple, pour les outils de cartographie, par exemple, si vous êtes avec ResearchRabbit, il faut absolument avoir un compte. Et si vous utilisez Connected Paper, il faut savoir que le modèle est lucratif. Donc, vous pourrez comparer les outils qui peuvent correspondre à vos besoins ou non et faire un choix plus éclairé en comparant les différentes caractéristiques des outils. Donc, par exemple, si on parle d'organiser et analyser, oups, il y a une petite coquille ici. Donc, vous voyez que plus on entre dans l'aspect, si vous voulez, grand modèle de langage, plus on rentre dans l'aspect de rédaction, synthèse. Donc, vous voyez que la plupart des outils demandent un compte. Absolument, il faut que vous ayez un compte. Et c'est de plus en plus aussi des formules gratuites avec options payantes si vous voulez aller plus loin. Et on voit que les corpus sont principalement les corpus de sémantique scolaire. Mais la plupart de ces outils-là vont aussi moissonner tout ce qui est en open source, tout ce qui est publié en open source. On l'a vu tout à l'heure, là, donc Zenodo, tous les dépôts de recherche, par exemple, qui sont accessibles directement sur le web, ils vont aussi intégrer ces données-là. Donc, quelques exemples que je veux juste vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, OpenAlex, je dirais que c'est quand même un des outils intéressants parce qu'il est vraiment open source, comme son nom l'indique. Donc, ça fonctionne plutôt comme un moteur de recherche. Je vais aller chercher ma petite requête que j'avais prévue. Donc, OpenAlex, c'est ça, nommé en référence à la Bibliothèque d'Alexandrie. C'est un catalogue d'articles scientifiques d'auteurs et d'institutions en mode accès ouvert. Donc, c'est assez récent.
lancé en 2022 à partir de la base bibliographique de Microsoft Academic Graph. Donc, je vais faire juste une petite recherche documentaire par sujet. Et il faut toujours garder en tête aussi que ce sont des outils qui sont avant tout en anglais. Donc, vous pouvez quand même faire des recherches en français, mais évidemment, la quantité de documents va être quand même limitée par rapport à la quantité de documents que vous allez avoir par rapport aux articles en anglais. Donc, ce qui est bien avec OpenAlex, c'est que vous avez tout plein de statistiques que vous n'avez pas d'habitude dans les autres moteurs de recherche, par exemple, comme Sophia. Vous avez, par exemple, les institutions. Ça, c'est un truc qui peut être intéressant. Donc, si vous recherchez un sujet, vous voulez savoir quelle institution est à la fine pointe ou le plus publié dans ce domaine de recherche. Donc, vous pourrez voir les institutions et vous avez d'autres filtres que vous pouvez rajouter. Donc, le nombre de citations, ça, c'est des choses qu'on n'a pas non plus normalement dans les moteurs de recherche. Vous pouvez aussi accéder directement à la plupart des contenus directement en ligne et vous pouvez ajouter comme ça par exemple, les pays. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas non plus dans les autres moteurs de recherche. Donc, quel pays contribue le plus aux archives audiovisuelles numériques? Évidemment, ma recherche est en français, donc il y a un biais à la base, mais ça donne une idée. Et là, je pourrais dire, bon, qu'est-ce qui est paru au Canada euh, sur les archives audiovisuelles? Et je peux classer aussi les résultats par nombre de citations. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Quels ont été les articles les plus cités sur un sujet en particulier ou par année de publication? Donc, vous pourrez aller explorer les différentes facettes. Et il y en a d'autres ici. Vous voyez, il y en a plusieurs autres que vous pouvez euh, explorer. Donc, c'est des facettes qu'on n'a pas dans les moteurs de recherche tels que Sophia. L'autre outil que je voulais vous montrer rapidement, c'est Insightful. Donc, ça, c'est un outil de cartographie. Donc, Insightful ne fonctionne pas tout à fait de la même façon qu'un moteur de recherche traditionnel. C'est-à-dire que vous devez partir à partir vous devez débuter votre recherche à partir d'un article ou d'une publication scientifique. Donc, j'avais préparé déjà euh, un titre d'article. Donc, l'idée, c'est que le moteur de recherche va établir un réseau de publications autour de l'article que vous allez chercher à partir du nombre de citations et à partir des auteurs qui ont été identifiés dans l'article en tant que tel. Donc, vous voyez, euh, j'ai des statistiques. Premièrement, j'ai des statistiques sur le nombre de citations, donc le nombre de fois, le nombre d'auteurs qui ont cité cet article-là et le nombre de citations totales. Est-ce que l'article est en open access ou non? Et vous voyez en bas, vous avez ce qui est en fait le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle le réseau de citation de l'article. Donc, à partir de l'article, vous pourrez voir quels sont les auteurs qui ont traité du même sujet et vous voyez les liens entre les auteurs. Donc, tel auteur, tous ces auteurs-là, si s'ils ont un lien entre eux, c'est-à-dire qu'ils ont cité cet auteur-là, donc Ducas a été cité par ces multiples auteurs-là. Donc, c'est un réseau de citations, finalement. Ça nous permet de visualiser un réseau de citations. Et on peut élargir le réseau de citations en ajoutant des textes. Donc, je peux ajouter plusieurs textes avec le petit bouton plus. Et mon réseau de citations va s'élargir selon ce que je veux
ce que je veux selon si je veux préciser ou non mon sujet de recherche. Donc, ça peut être intéressant pour voir quels sont les auteurs, les principaux auteurs dans un sujet donné. Donc, vous avez aussi d'autres fonctionnalités. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous pouvez évidemment peaufiner votre recherche et ajouter des informations. Vous pouvez aussi utiliser votre bibliographie Zotero, par exemple, et lier votre bibliographie Zotero avec Insightful. Donc, il me reste très peu de temps. SciSpace, c'est un autre outil que je voulais vous montrer. Donc, avec SciSpace, on rentre vraiment plus dans l'intelligence artificielle. Donc, il s'agit vraiment plus d'une interface de type ChatGPT où vous allez poser une question de recherche. Donc, que sont les usages? Je pose une question de ma thèse, comme ça, je sais que c'est une question que je connais. C'est la meilleure façon de tester l'outil, c'est de voir d'abord, d'essayer avec un sujet qu'on connaît bien. Euh, donc, vous voyez, j'ai posé ma question et l'outil me donne tout de suite un résumé. Et il a fait vous voyez, il a répondu à partir des cinq, ce qu'il a jugé comme étant les cinq principaux articles sur le sujet. Et il m'a proposé un résumé avec les références, le genre de choses que ChatGPT ne fait pas, c'est ajouter les références. Et donc, vous pouvez ensuite aller consulter les articles et vous avez aussi avoir un résumé pour chacun des articles. Donc, un résumé, même les conclusions. Et vous pouvez rajouter aussi d'autres types de filtres. Donc, vous voulez ajouter des colonnes, par exemple, parce que vous voulez les méthodes, quelles ont été les méthodes qui ont été utilisées pour les articles. Euh, C'est un outil pour faire une revue de littérature. ouais, c'est un outil pour les revues de littérature surtout. Donc, vous voyez qu'on entre déjà plus dans l'idée d'intelligence artificielle avec ce genre d'outils-là qui vont vraiment faire des résumés. Et là, on parle même d'écrire avec l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez que la ligne commence à être floue entre qu'est-ce qui est de la recherche documentaire, qu'est-ce qui est de la rédaction. Donc, ça peut être quand même un terrain glissant. Je vais vous proposer un dernier outil, donc qui est un outil de rédaction. J'en ai pas parlé des outils de rédaction en tant que tels, mais je pense que ça va devenir de plus en plus incontournable dans la recherche. Donc, j'aime mieux en parler, puis vous pourrez vous faire vous-même votre réflexion par rapport à ce genre d'outil-là. Donc, c'est Notebook LM, qui est un produit de Google, il faut le dire. Donc, encore là, Google, il faut faire attention par rapport aux données, aux informations personnelles qu'on donne. Et évidemment, il faut se connecter. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez télécharger des fichiers PDF et vous pouvez aussi même ajouter des différentes sources. Donc, ça peut être des sites web, ça peut être même des vidéos YouTube. Donc, vous pouvez ajouter différentes sources et demander à l'intelligence artificielle de faire un résumé. Donc, elle va faire un résumé. Et vous pouvez créer, par exemple, des documents de synthèse, des documents de synthèse qui vont synthétiser chacun des articles sous forme de liste de puces. Vous pouvez aussi rajouter des foires aux questions. Donc, si vous voulez vous pratiquer à étudier, c'est vraiment un outil qui est fait pour étudier, pour synthétiser. Vous pouvez générer un guide d'études. Vous pouvez même générer des conversations approfondies qui sont en fait des podcasts sur votre sujet. Mais c'est uniquement disponible en anglais. Donc, c'est un outil qui peut être exploré aussi selon vos besoins. Donc, rapidement, la mise en pratique, comment mettre en pratique, quelques conseils avant de vous lancer, ben, évaluer quelles sont les forces et les faiblesses de l'outil, qu'est-ce que l'outil correspond à vos besoins, et aussi être conscient du modèle de l'organisme. Donc, est-ce que c'est un modèle open source? Est-ce que c'est un modèle lucratif, non lucratif? Et aussi aller voir un peu la licence d'utilisation. Est-ce que vous consentez vraiment à donner toutes vos informations personnelles? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec vos informations personnelles?
Donc, le temps file, je ne pourrais pas vraiment parler de cet aspect-là, mais vous pourrez aller voir plus en détail dans le PowerPoint. Ce que je voulais quand même mentionner, c'est l'enjeu de l'intégrité intellectuelle en recherche. Donc, si vous utilisez ce genre d'outil-là, premièrement, avant d'utiliser tout outil d'intelligence artificielle en contexte universitaire, assurez-vous que vous y êtes autorisé. Cela veut signifier, par exemple, de valider auprès de la personne enseignante d'un cours, de votre direction de recherche ou de l'édition d'une revue. Et lorsque l'utilisation est permise, assurez-vous de respecter scrupuleusement les balises énoncées. Par exemple, vous en tenir à seulement un type d'utilisation, de citer l'outil, de déclarer l'utilisation, de la documenter et de l'expliciter. Donc, c'est très important d'être transparent dans sa pratique. Donc, c'est nécessaire de documenter l'utilisation d'un tel outil dans un contexte de recherche universitaire. Donc, de garder des traces de l'utilisation. Qu'est-ce que vous avez fait avec l'outil? Comment vous l'avez utilisé? À quel moment de votre recherche? Et un petit rappel sur le plagiat. Donc, le plagiat, c'est une utilisation totale ou partielle du texte de la production d'autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence. Donc, il faut toujours garder en tête cet aspect-là. Donc, je ne peux pas copier-coller un résumé qui a été généré par une intelligence artificielle et mettre ça dans mon texte sans mentionner au préalable qu'il s'agit de ChatGPT. Donc, comment citer ChatGPT? Nous, on propose une façon de le mentionner dans vos travaux. Ça, c'est ce qu'on propose ici aux bibliothèques. Donc, dans le style bibliographique UQAM APA, vous pouvez ajouter, par exemple, OpenAI, suivi de l'année, et vous ajoutez en bibliographie OpenAI, qui est la compagnie qui fait ChatGPT. ChatGPT, ajoutez la date, la version. Euh, donc, quand vous avez utilisé ChatGPT, c'est important de le mentionner. Et vous pouvez documenter l'utilisation. Donc, je reconnais avoir utilisé, par exemple, ChatGPT le 4 janvier pour créer ma revue de littérature ou pour m'aider à faire ma requête de recherche. Les résultats des invites ont été utilisés pour bon, faire ma revue de littérature et j'ai employé les requêtes suivantes. Donc, pour plus de transparence, on recommande vraiment d'ajouter exactement les requêtes qui vous ont permis d'arriver à ce résultat. Donc, ça complète ma petite présentation. Je ne sais pas Il s'il reste te un reste peu un de peu temps de pour temps les pour les questions. questions.